Valentine Mercier, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Radio Gaga. merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On essaie de voir tout le monde. La palette est large, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en évitant sur les réseaux d'avoir des insultes. Mais bon, c'est le lot quotidien quand on veut s'intéresser à la politique locale, de vous engager, de faire de la politique. Je me suis engagée assez tôt, en fait, dès le lycée. Ma première politisation, c'était la réforme, les mobilisations contre la réforme du CPE. À travers, en fait, les enseignements qu'on avait au lycée en histoire-géographie, on a fait des débats en cours d'anglais également, enfin voilà. Donc j'ai été politisée à ce moment-là. Ensuite, j'ai milité dans le milieu associatif, j'ai été membre d'associations étudiantes. Alors c'était pas exactement du militantisme politique, mais c'était quand même une forme d'engagement collectif. À un moment donné, je me suis rendu compte que si on voulait changer les choses, il fallait aller au plus près des lieux, des espaces où se prennent les décisions. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à me rapprocher du milieu politique juste par conviction, assez spontanément. Et vous veniez d'une famille qui était politisée ou alors les engagements sont venus par rapport à vos valeurs? Comment ça s'est passé? Moi, je me sens entièrement de gauche. Je ne crois pas qu'il y ait aucun sujet Si sur vous lesquels m'aviez dit le contraire, droite. j'aurais été surpris. Non, ma famille, enfin en tout cas ma famille proche, hein, je parle de mes parents, on parlait jamais de politique à la maison, c'était vraiment pas du tout un sujet. Mon père pendant longtemps a été abstentionniste, il a revoté quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour en 2022. C'était vraiment pas un sujet, donc ça a plus été par tous les contacts extérieurs que j'ai pu avoir. Alors, vous êtes candidate, donc tête de liste aux élections municipales de 2026, ce sera en mars. J'avais été déjà désignée co-chef de file au mois de mars. Oui, il y a quelques mois, parce qu'on s'était voilà. rencontrés, si mes souvenirs sont bons, devant les Almazra. Oui, voilà, exactement. J'ai été désignée co-chef de file dans un premier temps, ce qui témoignait déjà de la confiance que m'accordaient les militants et militantes. Ensuite, ça s'est traduit par ce vote pour la tête de liste. Le programme, il est prêt pour le mois de mars? Alors, on a des grandes lignes programmatiques, des grands axes. On a déjà toute une série de mesures qui sont prêtes. On n'a pas encore la totalité du programme écrite et mise en forme, mais on y travaille. Est-ce que c'était une concertation avec les habitants des différents quartiers? Alors oui, mais qui date de plusieurs années en fait. La France Insoumise, ça fait des années qu'on est en porte-à-porte, en tractage, qu'on organise des réunions publiques, des événements. Donc en fait, on est en contact permanent avec la population et pas uniquement en période électorale. Donc le programme, c'est le fruit de tous ces échanges qu'on a effectivement multipliés dans les derniers mois, mais qui est un travail de long terme. Quelles sont les thématiques qui remontent? Quels sont les sujets que vous voulez mettre en avant durant cette campagne? Alors, il y a plusieurs sujets qu'on veut mettre en avant autour de plusieurs grands axes qui sont une ville par ses habitants. Donc là, c'est toute la question de la démocratie directe, de la participation active et effective des citoyens et des citoyennes à la vie politique. La commune, ça présente l'avantage d'être vraiment l'échelon le plus local qui permet de mobiliser les personnes sur des sujets qui les concernent directement au quotidien et d'avoir les moyens de mettre en place cette démocratie directe. Ça, c'est fondamental. Là, ce qui ressort, c'est qu'en fait, il y a des consultations organisées par la mairie, mais qui, en fait, ne donnent rien. En fait, soit les personnes ne sont pas consultées, soit elles sont mal consultées, soit les consultations, en fait, ne sont pas prises en compte. C'est plus une information qu'un débat. Voilà, là, par exemple, sur tous les parcs, la mairie a refait plein de parcs, de squares avec des jeux pour les enfants. Dans mon quartier, en fait, on a eu un papier qui nous disait les jeux vont être changés. Et on n'a pas été prévenu en amont, ni consulté sur quel jeu on voulait. Et en fait, les personnes sont mécontentes parce que ça ne correspond pas forcément à leurs attentes, alors que c'est du quotidien. Ensuite, des parents, des mamans avec les enfants, on y va tous les jours au parc. Et en fait, ça peut paraître anecdotique, mais c'est important dans la vie quotidienne de pouvoir être consulté sur des choses qui nous impactent tous les jours. Et c'est le cas dans mon quartier, donc place Maréchal Foch, mais on était en balade urbaine
dans le quartier de la Métard samedi dernier, et c'était exactement la même chose. Je vais être provocateur comme d'habitude, mais est-ce qu'il y a, si on demande, vous parlez de démocratie directe, si on demande l'avis à tout le monde, est-ce que c'est pas aussi un petit peu compliqué? Il y a un moment, il faut trancher. Alors, l'idée, c'est de le faire notamment via des conseils de quartier, parce que effectivement, faire de la démocratie directe avec 176 000 habitants, bah, c'est pas facile. Mais par contre, on a des quartiers, et l'objectif, c'est de refonder ces conseils de quartier pour que les décisions soient prises au niveau vraiment micro-local. Tout à l'heure, on a parlé de gauche, de droite et de divers partis. Est-ce que pour gérer une ville, il faut vraiment être politique ou alors il faut plutôt être citoyen? Alors moi, je ne fais pas de distinction aussi nette et tranchée entre les deux. En fait, quand on s'engage politiquement, on ne cesse pas d'être citoyen, citoyenne. Aujourd'hui, Donc, c'est un peu compliqué pour le citoyen lambda. Et si demain on a besoin de places de parking, c'est pas spécialement de la politique, quoi. Et ben moi, je considère que si, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on confond un petit peu politique politicienne, on va dire, et la politique, en fait, initialement, c'est la prise de décision, enfin, des grands choix sur ce qu'on décide pour l'intérêt commun, l'intérêt général. Et du coup, bah, des places de parking, si, c'est très politique, parce que ça veut dire qu'est-ce qu'on décide pour notre ville. Est-ce qu'on donne la priorité aux voitures, aux transports en commun, à l'écologie? Donc en fait, nous, ce qu'on veut effectivement, c'est politiser les enjeux communaux. On veut nous faire croire que la commune, c'est pas un lieu de combat politique, que c'est que de l'administration. C'est faux, en fait. Les choix qu'on fait sont des choix politiques, et nous on veut politiser ces élections et pas faire croire qu'on peut être voilà, une liste sans étiquette qui va juste faire de la gestion. Ça veut dire aujourd'hui que même pour gérer une ville, il y a des villes qui sont à gauche, des villes qui sont à droite, et qu'il y a des différences. Oui, tout à fait. Et ces différences-là, elles ont un impact. En fait, l'urbanisme, la manière dont on organise une ville, en fait, ça crée plus ou moins d'injustices à l'échelle locale. Et nous, on veut lutter contre ces injustices-là. Pour revenir aux choses qui sont remontées, qu'est-ce qu'on vous demande aujourd'hui? On parle beaucoup de commerce, on parle beaucoup de transport gratuit, on parle beaucoup de choses. Qu'est-ce qui remonte aujourd'hui? Alors, une des choses qui remonte, c'est la question des écoles. Alors ça, c'est vraiment récurrent. Les écoles, elles sont en mauvais état pour certaines. Certaines ont été rénovées, pas toutes. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est faire le tour des écoles, voir lesquelles sont vraiment dans une situation d'urgence par rapport au bâti, et donc rénover ces écoles-là. Il y a la question de l'encadrement sur le temps des repas, ça revient aussi énormément. Il y a certains élèves qui n'ont pas de cantine sur place, donc ils sont obligés de marcher, de prendre un bus même parfois pour aller manger. Et ce qui fait que le temps de midi n'est plus une pause et est un temps aussi fatigant pour les élèves. Il y a donc cette question-là, la question de la formation des encadrants sur le temps des repas, la question sur l'école de l'abord aussi des écoles qui peut être parfois dangereuse. Sécuriser les abords. Voilà, sécuriser les abords. Donc cette question des écoles, elle est vraiment absolument fondamentale pour nous, et aussi parce que en fait, elle concentre des thématiques qui sont transversales, avec la question de l'alimentation, la question de l'approvisionnement dans les cantines, mais plus généralement dans toute la restauration collective, la question on parlait d'urbanisme, etc. tout à l'heure, donc de comment on pense les rénovations pour que ce soit pas juste de façade, mais qu'il y ait un réel projet derrière qui tienne compte de la végétalisation, par exemple. Donc cette question des écoles, elle est fondamentale. Il y a aussi la question des transports en commun. Alors nous, ce qui remonte le plus, c'est pas une demande de gratuité, même si c'est un horizon... J'en ai entendu parler, c'est pour ça que je l'évoque. Oui, bien sûr, c'est un horizon qui nous semble souhaitable, mais nous, ce dont on nous parle quand on va en porte-à-porte, c'est vraiment la question de la fréquence et du maillage. Des gens qui terminent de travailler un peu tard, ils finissent 1 minute en retard, et c'est systématiquement le cas en fait, et ben ils ratent leur bus et ils doivent attendre le bus 20 minutes le soir au mois de novembre quand il pleut. Voire plus. Voilà, ça fait partie vraiment des choses qu'on nous dit de manière récurrente. Les horaires en vacances scolaires, là on l'a vu pour venir ici, le bus suivant était dans 15 minutes. Donc en fait, 15 minutes, c'est gérable encore. Oui, mais bon, c'est déjà... si on a un rendez-vous, c'est déjà... il faut aussi savoir anticiper, mais c'est vrai que des moments quand c'est 20-25 minutes, c'est un petit peu long, j'avoue. Voilà, donc les fréquences pendant les vacances scolaires, il faut les améliorer. Le maillage, puisqu'il y a certains quartiers qui sont moins bien desservis que d'autres. Alors,
Quand on est sur une ligne de tram, ça va à peu près. Quand on va à Côte-Chaude, à Montrénaud, à Terre-Noire, c'est tout de suite beaucoup plus difficile pour pouvoir... c'est l'aventure, hein. Ah ben, c'est l'aventure, donc en fait, ça empêche aussi les gens de sortir, de fréquenter le centre-ville. Voilà. C'est une des raisons pour laquelle il y a de moins en moins de monde en centre-ville aussi. C'est une des raisons, tout à fait. Et justement, par rapport au fait que les commerces, quand on se promène à Saint-Étienne, quand on voit toutes ces devantures à l'abandon, est-ce que vous avez des solutions? Ou alors, comme certains le disent, la ville n'est plus proportionnée pour 200 000 habitants. Est-ce qu'il y a des solutions, il y a des choses qui ont été imaginées et on vous propose également des choses? Alors, on propose des choses pour le centre-ville globalement. Alors, pour les commerces, notre première mesure, enfin, c'est pas vraiment une mesure, notre première action, ce serait de consulter les commerçants. Et ensuite, on voudrait redynamiser le centre-ville par le biais d'autres activités également, et pas uniquement les commerces. Donc ça veut dire mettre des services, des activités culturelles. Peut-être des associations. Des associations, exactement. Il y a de la place pour mettre des associations. Il y a tout à fait de la place, et en fait, par ce biais, de pouvoir dynamiser le centre-ville et permettre aux commerces existants de perdurer, mais de ne pas miser uniquement sur le commerce pour avoir un centre-ville vivant et attractif. Peut-être mutualiser les choses aussi. Oui, ça pourrait aussi. Ouais. Des idées? Est-ce qu'on vous a proposé des choses? Est-ce qu'il y a des gens qui sont originaux, entre guillemets? Il y a plusieurs termes qui m'échappent là, entre rénovation, réhabilitation, etc. Donc c'est peut-être plus de la réhabilitation où c'est pas juste on met un bout de scotch, c'est on repense le lieu et sa fonction et on l'adapte, mais sans pour autant détruire en fait. Voilà, donc c'est plutôt ça qu'on voudrait faire. Et ensuite, oui, vous parlez de parcs, revégétaliser Moi, les je dis quartiers, toujours, pour une ville qui met le vert en avant, on voit très peu de verre dans la ville. Il y a des choses à faire. Il y a le parc, par exemple, de l'école des Beaux-Arts qui pourrait être réinvesti. Voilà, c'est un lieu symbolique et il y en a d'autres. On a beaucoup de gens aussi qui disent ne plus aller en ville. On a parlé de transport parce que justement, ils ne peuvent pas se garer. Alors, je ne vais pas parler d'insécurité, c'est un autre sujet. Mais comment on peut répondre à leurs problèmes? On va réouvrir les halles bientôt. Et le but, c'est que justement, si on augmente la fréquence, le maillage, qu'on facilite aussi les mobilités douces, le vélo, la marche à pied. C'est difficile de se déplacer à pied à Saint-Étienne, on ne se rend pas compte toujours, mais dès qu'on a une poussette ou un handicap permanent ou temporaire, les trottoirs ils sont abîmés, il y a des endroits où il n'y a pas de bateau pour descendre. C'est trop étroit, donc il y a des poubelles, donc on ne peut pas passer. Donc en fait, il y a des difficultés pour se garer, mais aussi pour se déplacer avec des mobilités douces. Les pistes cyclables, elles sont inexistantes ou dangereuses. Ou alors il y a une piste cyclable qui d'un coup s'arrête. Donc ça ne facilite pas ces modes de transport-là. Les bus, on en parlait, il n'y en a pas assez souvent et pas dans tous les quartiers. Donc le but, c'est de permettre en fait d'avoir d'autres moyens de transport que la voiture qui permettent d'éviter aussi les problèmes de stationnement. Est-ce qu'il ne faudrait pas des bus plus petits? Dans beaucoup de villes, on voit des petits bus avec de l'électricité qui circulent et là aussi c'est des tarifs très très bas. Ça ne serait pas aussi une solution pour une ville comme Saint-Étienne? Oui, tout à fait. Parce que les vélos, j'ai du mal à y croire avec les collines et les pédales qu'il faut appuyer dessus. Il y a les collines, après, il y a le parc de vélos électriques aussi qui permet de monter plus facilement. Mais effectivement, ce n'est pas une solution pour tout le monde en tout cas. Je prends mon exemple. Moi, j'aime beaucoup me déplacer en vélo. Depuis que j'ai ma fille, je le fais plus parce que je trouve que c'est trop dangereux. C'est dangereux. Voilà. Et je suis pas la seule. Mais c'est vrai que c'est pas une solution pour tout le monde. Et d'où l'intérêt, effectivement, de développer aussi les bus qui permettent d'aller partout. Et oui, des bus plus petits selon les horaires. On peut mettre des bus plus grands aux horaires de pointe et des plus petits aux horaires plus creux. C'est une possibilité, mais qui résout pas tout, puisqu'il faut revoir vraiment l'ensemble de l'organisation des transports. On revient à la politique, où il n'y a pas d'alliance, j'ai lu, avec le Parti Socialiste. Est-ce que c'est parce que le Parti Socialiste n'est plus à gauche, ou alors c'est une problématique locale? C'est les deux. En fait, très clairement, le Parti Socialiste prend des positions nationalement qui nous semblent
Incohérente, en fait, qui crée un brouillage des pistes sur leur position, leur volonté de transformer les choses. En fait, ils n'ont pas respecté le programme de rupture du nouveau Front populaire, et pour ça, pour nous, c'est très problématique. Ça a été le cas déjà au moment du gouvernement de Bayrou. Donc, tous les socialistes n'avaient pas voté la censure. Pierre Courbon, localement, en a voté 2 sur 7. Ensuite, ils n'ont pas voté, Pierre Courbon compris, la motion de censure que la France Insoumise avait déposée après le vote de la loi Duplon. Donc, il y a quand même des prises de position politique nationalement qui nous semblent beaucoup trop problématiques pour que le Parti socialiste puisse incarner localement une gauche de rupture. Là, ça s'est confirmé encore récemment avec la non-censure du gouvernement Lecornu, y compris par Pierre Courbon. Donc on nous dit que le PS est différent localement, on constate que ce n'est pas le cas et qu'il se plie à la politique nationale. Le gouvernement Lecornu, c'est quand même dramatique. C'est un gouvernement qui lui-même était ministre des Armées. Il y a Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui ont continué à livrer des armes à Israël, qui ont mis en suspension le programme PAUSE qui permettait l'évacuation de réfugiés palestiniens. Donc il y a cette question-là. Il y a aussi toute la question du budget. Là, c'est réduction de moitié de la contribution des milliardaires au budget. Donc c'est quand même très grave. Le doublement des franchises médicales, le non-remboursement des affections longue durée. C'est un budget... La liste est longue. Ah, mais la liste est très très longue et je vais vous prendre 1 heure si je liste tout. Là, je vais parler de mon travail, c'est un petit peu en décalé, mais en fait, on reçoit des dizaines et des dizaines de mails tous les jours de tous les secteurs de la société sur les allocations familiales, sur l'Office national des forêts, sur tout. En fait, les particuliers, les associations, les institutions, le président du département a même écrit pour alerter sur les budgets des collectivités et sur le lien entre le national et le local. Là, il va y avoir 5 milliards de baisse aussi de contribution de l'État pour les collectivités. Donc, localement, pour une mairie, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas séparer le national et le local. Et ensuite, même localement, on a un programme différent avec le Parti socialiste, notamment sur la question de la démocratie directe, du rôle des élus, de la confiance qu'on accorde aux élus. Nous, on veut mettre en place un référendum révocatoire, par exemple, à la demande du corps électoral, si besoin. On est prêt, en fait, à remettre en jeu la confiance que nous font les électeurs si on ne respecte pas le programme. Et ça, le PS n'est pas prêt à le faire. Et on se demande pas tellement pourquoi. On n'a pas les résultats du premier tour, mais vous êtes bien consciente qu'au deuxième tour, il va falloir faire quelque chose. Parce que si vous êtes encore séparés, enfin on ne sait pas les chiffres, hein, mais on risque d'avoir encore la droite pour quelques années à Saint-Étienne. Et quand je dis on risque, c'est juste un terme, hein, qu'on ne me classe pas à gauche ou à droite. Je suis neutre aujourd'hui. Mais vous allez bien voter aussi, cela dit. Je ne sais pas, je n'ai pas fait mon choix encore. On se reverra au premier tour. Pour nous, en fait, c'est pas un mal que les électeurs aient le choix entre deux projets. C'est évident, plus il y a de choix, mieux c'est. Voilà, au premier tour. Nous, on porte un programme de rupture. Il me semble qu'on a gagné la confiance des électeurs dans les dernières années par la fermeté dont on a fait preuve dans la défense du programme. On laisse ce choix-là aux électeurs au premier tour. On va chercher à mobiliser très fortement auprès de l'électorat aujourd'hui abstentionniste pour les convaincre, et ça nous semble important justement qu'il y ait cette possibilité pour les électeurs de voter pour la France Insoumise. Qu'est-ce que vous répondez, notamment au milieu économique, et beaucoup de Stéphanois que j'ai croisés, le mot maintenant LFI fait peur. Comment vous expliquez ça? Parce que normalement, on ne devrait pas avoir peur des LFI, on devrait dire finalement ils ont des propositions intéressantes. Et au contraire, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, et même des socialistes, le mot LFI est un repoussoir aujourd'hui. Alors, mais on a quand même fait 33% à Saint-Étienne aux élections présidentielles, ça me paraît pas tellement repoussoir. Mais il s'est passé des choses entre-temps. Il s'est passé des choses. Je pense qu'évidemment, il y a un acharnement médiatique contre nous, et je pense que, en fait, moi j'ai parlé, et mes camarades, y compris avec des entrepreneurs, à qui on fait pas du tout peur.
On ne doit pas avoir les mêmes alors. Ben, on ne doit pas voir les mêmes. En fait, je ne sais pas de quel sujet vous parlez exactement. Si on parle d'entrepreneurs, par exemple, nous, on a des politiques qui sont en faveur des très petites entreprises, des moyennes entreprises, des auto-entrepreneurs. Parce que, en fait, aujourd'hui, la politique fiscale, elle est absolument injuste pour ces entreprises-là de taille petite, moyenne. Et les super profits qu'on vise, c'est vraiment les grands groupes qui... voilà, donc en fait, je tiens à rassurer les entrepreneurs. Nous, la politique qu'on ambitionne de mener, elle est plutôt en faveur de ces personnes. Parce qu'à Saint-Étienne, on a vécu là 3 ans de marasme, de risée presque entre guillemets. Les gens ont envie d'un nouvel élan et économiquement, ils ont besoin de quelque chose. Comment là aussi on va redonner une dynamique si vous arrivez à la mairie? Alors, il faut voir quels sont les leviers au niveau de la mairie, parce qu'en en fait, il y a des choses qui relèvent du national, des choses qui relèvent d'une commune. Donc, on est beaucoup dans l'image, donc des moments il y a des choses symboliques. Hein. Oui, bien sûr. Bah, là, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, par rapport aux commerçants, nous, on va les consulter dans un premier temps, consulter tous les acteurs économiques pour envisager des solutions ensemble. Qu'est-ce que vous avez pensé du côté de l'IFI, même si on n'en a pas tellement entendu parler, de l'affaire Perdriau? Est-ce que vous jugez comme beaucoup de Stéphanois qu'il aurait dû démissionner depuis longtemps? Oui, il aurait dû se mettre en retrait à minima, voilà, pour ne pas entacher la ville. Il a fait... voilà, bon, c'est un problème qui est évidemment une histoire scandaleuse. Alors, moi, je pense surtout au fait que ça a été financé par de l'argent public. Et ça, c'est... Nos impôts. C'est, à mon sens, le pire dans toute cette histoire. Ça démontre une gestion des communs qui est absolument dramatique. Et par ailleurs, ça révèle aussi la manière dont est gérée la mairie et qui a des conséquences très graves sur les ressources humaines. Là, il y a un personnel municipal qui est en grande souffrance et ça fait partie vraiment de nos priorités d'y remédier. Déjà, l'idée, c'est d'améliorer les conditions de travail de celles et ceux qui sont déjà là. Parce que, comme je le disais juste avant, voilà, aujourd'hui, les conditions de travail sont mauvaises. Et ensuite, on recrutera en fonction des besoins. À LFI, autant nationalement que localement, notre ligne, c'est un budget à la hauteur des besoins. Voilà, c'est ça notre ligne directrice. Donc, s'il y a besoin de fonctionnaires, on en recrutera. Est-ce que vous vous êtes fixé un seuil de voix au premier tour? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous avez, évidemment, vous êtes projeté sur la mairie, mais avant ça, il y a des étapes. Quelles sont les projections? Qu'est-ce qui serait bien et qu'est-ce qui serait pas bien? Parce qu'on se fixe toujours sur les scores de Jean-Luc Mélenchon, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps a avancé, quoi. Oui, alors, entre-temps, il y a eu les européennes quand même très récemment, printemps 2024, où on a quand même fait 21%, loin devant le PS et les écologistes et le PC. Donc on est quand même dans une bonne dynamique et tout ce qui s'est passé depuis, à mon avis, est plutôt favorable pour nous, justement par rapport à la fiabilité dont on fait preuve sur la défense du programme sur lequel on a été élu. Et donc nous, notre but, c'est de retranscrire ces résultats au niveau local et de permettre aux électeurs de pouvoir voter pour un programme et une incarnation fiable de ce programme. Notre objectif, évidemment, c'est de gagner la mairie et donc de faire le meilleur score possible. Qui sera avec vous au premier tour? On a parlé des Verts, on a parlé des socialistes, des communistes. Qui sera avec vous au premier tour? Alors, je ne sais pas encore. Voilà, donc les socialistes, c'est sûr qu'on part séparément. On est encore en discussion avec les Verts, le PC et le collectif Sainte et Populaire. On va se rencontrer la semaine prochaine à 4 pour continuer à travailler à l'union. Vous êtes élu au mois de mars. Première décision radicale que vous prenez, c'est laquelle? La première mesure vraiment qu'on va mettre en place, ça concerne la démocratie directe. Donc on va mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, refonder les conseils de quartier pour attribuer des budgets aux conseils de quartier pour qu'ils puissent prendre des décisions justement localement.
Une autre question économique, on est dans une ville qui est classée dans les villes les plus pauvres de France. Comment on peut jouer là-dessus quand on est dans une mairie? Oui, effectivement, donc la lutte contre la pauvreté, c'est un de nos axes centraux. À Saint-Étienne, le taux de pauvreté est le double de la moyenne nationale. Donc la moyenne nationale, c'est 14%, à Saint-Étienne, on est à 28%, ce qui a augmenté dans les dernières années. Donc là, c'est les classes les plus populaires qui sont touchées, mais aussi les classes moyennes. Au niveau de la ville, on a un rôle à jouer pour limiter ces inégalités, ces injustices. Ça passe entre autres par une politique volontariste en termes de logement, de construction de logements sociaux, de mise en place de bails réels solidaires, par exemple. De lutte contre l'habitat indigne avec la mise en place de permis de louer. Donc il y a toute une série de mesures à prendre pour le logement, puisqu'on considère que pour lutter contre la précarité, le logement c'est vraiment un fondamental. En fait, on ne peut pas travailler et continuer, et s'en sortir si on n'a pas avant tout un toit sur la tête. Quel est leur rôle là? Quels sont les moyens qu'ont les municipalités? C'est les bailleurs, c'est qui? C'est les propriétaires. Quand on voit des lieux qui sont à l'abandon depuis des années et où on pourrait mettre peut-être pas des commerces qu'on tourne un peu la page, mais des familles, on parlait tout à l'heure d'associations. Quel est le pouvoir finalement de la mairie? Parce qu'on dit souvent les gens n'ont pas fait, mais on ne sait pas vraiment quel est le pouvoir. Oui, alors il y a ce dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple avec le bail réel solidaire, donc ça dépend de la mairie. En fait, par exemple, la mairie peut acheter du foncier et les personnes les plus précaires vont n'acheter que le bâti. Donc en fait, ça réduit le coût d'accession à la propriété et ça, c'est quelque chose que la mairie peut faire. Par exemple, le permis de louer, c'est quelque chose aussi que la mairie peut mettre en place. Donc il y a toute une série de leviers en fait, dont la mairie dispose pour ses politiques de logement. Dernière question, on m'a proposé il y a quelques jours, on m'a dit c'est bien les interviews, mais ça serait bien qu'il y ait des débats entre les candidats. Alors on m'a dit qu'il y en existait, bien évidemment, on les connaît, mais les gens ne sont pas satisfaits. Est-ce que vous seriez prête à affronter, pas affronter parce qu'on n'est pas dans un combat, on n'est pas en guerre, mais à dialoguer avec des gens qui ne pensent pas comme vous, et dans des débats, si on peut les organiser dans les mois qui viennent? Oui, bien sûr, tout à fait, mais je pense que c'est prévu. Tout à fait. On vous revoit en février pour savoir où vous en êtes, ou peut-être un petit peu avant, ou peut-être un petit peu après le premier tour pour savoir ce que vous allez faire. Oui, très bien. Ben, je vous souhaite une bonne campagne, Merci beaucoup. et puis à très bientôt. À bientôt.